L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle d'une vie brisée, d'un acte de violence insensé et d'une série de défaillances qui ont soulevé une vague d'indignation à travers les États-Unis. C'est le récit tragique d'Irina Zarotska, une jeune femme venue chercher la paix, mais qui a trouvé la mort dans des circonstances inimaginables. Préparez-vous à plonger au cœur d'un drame qui a mis en lumière les failles de notre système, les défis de la santé mentale et le cri persistant pour une justice plus efficace. Notre histoire commence avec Irina Zarotska, une jeune femme de 23 ans au destin prometteur, née en Ukraine. Irina a été forcée de fuir la guerre en 2022 avec sa mère et ses frères et sœurs, cherchant refuge aux États-Unis, loin de son pays natal. Irina a rapidement embrassé sa nouvelle vie, pleine d'espoir et de détermination. Elle était décrite par sa famille comme une artiste talentueuse et passionnée, aimant les animaux et trouvant son bonheur auprès de ses proches. Son rêve était de devenir assistante vétérinaire. Pour y parvenir, elle suivait des cours dans un collège communautaire de Charlotte, en Caroline du Nord, et travaillait dans une pizzeria de la ville. Irina était un symbole de résilience, une âme douce qui travaillait dur pour construire un avenir meilleur. Mais le 22 août dernier, son rêve a varié au cauchemar. Ce soir-là, Irina venait de finir son service à la pizzeria. Il était 21h46 quand elle est montée à la station Est-Ouest Boulevard dans le train de la ligne bleue Lynx, un moyen de transport public de Charlotte. Elle s'est assise tranquillement, mettant ses écouteurs, perdue dans ses pensées, ignorant complètement les autres passagères. Elle ne le savait pas, mais quelques sièges derrière elle étaient assis Carlos Brown Jr., un homme de 34 ans dont le comportement semblait déjà agité, faisant des expressions faciales inhabituelles, peut-être en réponse à des stimuli interliés à sa schizophrénie, une maladie dont il souffrait. Moins de 5 minutes après que Irina se soit installée, l'horreur a frappé. Carlos Brown a sorti un couteau pliant. Puis, il se levait, a attrapé la barre du siège devant lui avec sa main gauche et a poignardé Irina à 3 reprises avec la main droite. L'attaque était brutale, soudaine et semblait totalement aléatoire. Irina, blessée, a replié ses genoux contre elle et a regardé son agresseur avant de tomber au sol. Environ 15 secondes plus tard, les autres passagers témoins de la scène ont mis un instant à comprendre la gravité de ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, Carlos Brown a tenté de quitter le train. À 21h52, il est descendu, non sans retirer son sweatshirt et envelopper sa main blessée dans le vêtement. À 21h55, un appel au 911 a été lancé pour signaler une femme poignardée dans le train. Malheureusement, il était trop tard pour Irina. À 22h05, elle a été déclarée morte, l'une des blessures étant fatale au niveau de son cou. La vidéo de l'attaque rendue publique plus tard par le système de transport de Charlotte a circulé sur les réseaux sociaux, choquant et indignant le public par sa violence et son caractère gratuit. L'arrestation de Carlos Brown Jr. a été rapide. La police l'a interpellé sur le quai du train. Le couteau du crime a retrouvé non loin de là. Il a été immédiatement accusé de meurtre en premier degré. Plus tard, une accusation fédérale d'attaque terroriste ou de violence contre un système de transport de masse a également été portée contre lui. Mais qui était cet homme et comment en était-il arrivé là? Le passé de Carlos Brown Jr. a rapidement révélé un tableau troublant. Son histoire criminelle a commencé dès 2007, alors qu'il était encore mineur. Il avait été arrêté pas moins de 14 fois au cours de sa vie. Son casier judiciaire comprenait des condamnations pour vol à main armée, vol qualifié et cambriolage, l'ayant conduit à passer 8 ans en prison, libéré en septembre 2020. Mais le problème de Carlos ne se limitait pas à ses actes. En 2014, un an avant d'être envoyé en prison, il avait été diagnostiqué schizophrène. Il a été également sans abri, passant parfois ses nuits dans des refuges. Sa mère a témoigné qu'après sa libération de prison, il avait du mal à avoir des conversations normales, à garder un emploi, pouvait parfois devenir agressif. La paranoïa le rongeait.
Il croyait que le monde était contre lui et que le gouvernement lui avait implanté une puce. 5 jours seulement avant l'attaque mortelle, DeCarlos s'était présenté chez sa mère, qu'il avait ensuite déposée dans un refuge le lendemain matin. Quelques mois plus tôt, en janvier 2025, il avait été arrêté pour avoir mal utilisé le système 911 lors d'un contrôle de bien-être, affirmant que du matériel fabriqué par l'homme contrôlait ce qu'il mangeait, marchait et parlait. Malgré cet incident et son passé, il avait été libéré après avoir simplement signé une promesse écrite de comparaître devant le tribunal. Interrogé après le meurtre d'Irina, DeCarlos a déclaré à sa sœur qu'il avait poignardé parce qu'elle lisait ses pensées. Le meurtre d'Irina Zarochka n'a pas seulement été un drame local, il a déclenché une vague d'indignation et de débats intenses à travers les États-Unis. La diffusion de la vidéo de l'attaque a attiré l'attention de personnalités influentes, de commentateurs et de politiciens. Peut-être un échec du système? Le maire de Charlotte a qualifié ce meurtre d'échec tragique des tribunaux et des magistrats. Elle a promis de déployer plus d'agents de sécurité dans les transports en commun et a appelé à trouver une solution pour les délinquants récidivistes qui ne sont pas tenus responsables de leurs actes, ainsi que pour ceux qui ne reçoivent pas les soins nécessaires pour leurs problèmes de santé mentale et qui sont laissés dans les rues. Le gouverneur de Caroline du Nord, Josh Stein, s'est dit atterré par des images et a demandé plus de policiers et des lois pour mieux soutenir les forces de l'ordre. Le rôle de la justice et de la politique, des voix républicaines et des commentateurs de droite ont rapidement remis en question le rôle du système judiciaire, se demandant pourquoi DeCarlos Brown avait été libre malgré son lourd casier. Le représentant républicain de Caroline du Nord, Brandon Jones, a déclaré que la mort d'Irina était le résultat de décennies de procureurs et de shérifs démocrates qui ont fait passer leur programme woke avant la sécurité publique. Le député républicain de Floride, Ron DeFine, a même proposé une législation pour tenir les juges responsables lorsque des délinquants récidivistes qui libèrent commettent de nouveaux crimes. Le président Donald Trump a également envoyé amour et espoir à la famille d'Irina, qualifiant le meurtre d'horrible et a lié l'incident à la nécessité de gérer les personnes malfaisantes pour la survie du pays. Le procureur du comté de Mecklenburg, Spencer Merriweather, tout en refusant de commenter spécifiquement l'affaire, a souligné les défis liés à la responsabilisation des accusés souffrant de problèmes de santé mentale. Beaucoup sont retenus dans des hôpitaux pendant que les tribunaux attendent qu'ils soient mentalement aptes à être jugés, ce qui complexifie la situation. La libération de DeCarlos sous caution sans argent pour son incident lié au 911 a également été vivement critiquée. La sécurité des transports en commun, un autre point soulevé, est le manque de sécurité dans le système de transport de Charlotte. Il n'y a pas de patrouille de police à bord des trains. La sécurité a été sous-traitée à une entreprise privée, mais 15% des postes sont vacants et il n'y avait aucun agent de sécurité sur le train où Irina a été attaquée. La question de la schizophrénie et de la réhabilitation, l'état mental de DeCarlos Brown a également soulevé des questions fondamentales. Sa sœur a indiqué qu'il était plus agressif après sa sortie de prison. Et sa mère a insisté sur le fait qu'il n'aurait pas dû être autorisé à errer dans les rues. Certains experts estiment que DeCarlos aura peu de chances de réussir une défense basée sur l'aliénation mentale, car il était conscient de sa maladie et de sa violence, et a tenté de dissimuler des preuves après l'attaque. Ce cas met en lumière une réalité difficile. Bien que la majorité des personnes atteintes de schizophrénie ne soient pas violentes, une petite fraction peut représenter une menace continue. La société a du mal à trouver des solutions efficaces pour traiter ces maladies complexes. Et les coûts élevés de l'hospitalisation à long terme conduisent souvent à ignorer le problème, en espérant le meilleur. Malheureusement, cette approche a des conséquences dévastatrices, comme en témoigne la mort d'Irina. La mort d'Irina Zarochka est une tragédie qui résonne bien au-delà des frontières de la Caroline du Nord. C'est l'histoire d'une jeune réfugiée qui a échappé à la guerre pour trouver une fin brutale, victime d'un scène qui a échoué à la protéger
et à gérer un individu dangereux. Cette affaire nous pousse à nous interroger sur l'équilibre entre la comparaison pour les personnes atteintes de maladies mentales et la protection de la sécurité publique. Elle souligne la nécessité impérieuse de réévaluer nos approches en matière de santé mentale et de justice pour éviter que d'autres vies ne soient brisées par des défaillances évitables. Le souvenir d'Irina Zarutskar et de son potentiel non réalisé restera gravé dans les mémoires, un rappel poignant que derrière chaque statistique et chaque débat politique, il y a une vie humaine, une famille endeuillée et un appel à des solutions concrètes. C'est à nous, en tant que société, de veiller à ce que sa mort ne soit pas vaine et qu'elle serve de catalyseur pour un changement durable.